Notre focus nous emmène aujourd'hui au Soudan du Sud. Le pays est touché depuis près de 3 ans par une guerre civile. Face aux violences, au manque de nourriture, beaucoup de Sud-Soudanais ont décidé de fuir. Nos envoyés spéciaux Bastien Renouille et Simone Foltin se sont rendus dans la région d'Equatoria, située près de la frontière avec l'Ouganda. Cette région, jusque-là épargnée par le conflit, est désormais touchée par la guerre. L'unité du colonel Ajax se prépare à partir sur le terrain pour défendre la ville de Yei contre la rébellion. Comme tous les jours, on va devoir effectuer des tâches difficiles. Ceux qui vont d'habitude au checkpoint, vous y allez. Les autres, vous restez là. C'est très important. Vous m'avez compris ? Le colonel part inspecter les différents checkpoints positionnés sur les routes qui sortent de la ville. En juillet 2016, des violences éclatent à Djouba, la capitale. Riek Machar, vice-président et chef de l'opposition, fuit dans la région de Yei. Depuis, des combats secouent le sud du pays. La ville vit en état de siège, coupée du reste du monde. Difficile d'y entrer ou d'en sortir, toutes les routes sont coupées par des groupes de militaires. Ces gens sont dans le bush. Donc quand quelqu'un vient, on fait un contrôle. Comme ça, on apporte la sécurité aux gens qui vivent en ville. Malgré le contrôle des lieux revendiqués par l'armée, plus aucun habitant ne vit aux alentours des checkpoints. Tous ont quitté la ville depuis longtemps, la plupart se sont réfugiés en Ouganda. Dans un rapport récent, l'ONU accuse militaires et milices de l'ethnie Dinka de ne pas seulement lutter contre la rébellion, mais aussi de viser la population. Des mensonges selon les soldats. Ils veulent prouver que les civils sont en sécurité à Yei et nous demandent d'interviewer cette femme qui leur sert du thé. On n'a pas peur des attaques, on fait avec. Moi, mes affaires sont ici, je n'ai pas le choix. Il n'y a que comme ça que je peux vivre. Difficile de tenir un autre discours face aux militaires. En 2014, on estimait la population de Yei à 260 000 personnes. Seuls quelques milliers y résident aujourd'hui. Mais pour l'armée, ces habitants sont la preuve qu'il est toujours possible d'y vivre normalement. À l'écart du centre, nous parvenons à rencontrer cet homme. Il y a quelques mois, il a été emprisonné et passé à tabac par les militaires. Soupçonné d'être un rebelle, il appartient à une autre ethnie que celle des généraux de l'armée sud-soudanaise, qui eux sont en majorité Dinka. Ils nous battent de toutes les manières possibles. Ils utilisent des bandes de caoutchouc venant de pneus. Quand ils vous battent, vous vous mettez à pleurer. Ensuite, ils se moquent de vous. Il a interdiction de sortir de la ville sous peine d'être exécuté. Parmi ceux qui parviennent à la quitter, beaucoup décident de rejoindre les rangs de la rébellion. Mais les militaires refusent de les voir comme une armée organisée. L'opposition s'est fracturée en juillet dernier. Le gouvernement sud-soudanais ne reconnaît plus que la branche dirigée à Djouba par Taban Dengai, désormais vice-président. L'opposition participe au gouvernement. L'opposition a des personnes de premier rang, elle a des ministres. Ceux qui sont dans la brousse ne sont pas l'opposition. Les membres de l'opposition ne sont pas des voleurs. Ceux qui sont dans la brousse sont des voleurs. Face à ces accusations, nous avons voulu voir ce qu'il est advenu de l'opposition de Riek Machar. Nous nous sommes rendus dans les territoires qui échappent au contrôle du gouvernement. Lourdement armés et sûrs de leur force, ces combattants rebelles se rendent au front près du village de Kadjokedji. Leur leader Riek Machar a beau être en exil en Afrique du Sud, ces hommes lui restent fidèles et refusent d'obéir au nouveau vice-président. Ils affirment qu'ils sont en train de regagner du terrain face à l'armée. Le général Moses Lokudjo a fait défection de l'armée gouvernementale lorsque la guerre a éclaté. Il nous emmène dans un village que ces hommes ont capturé il y a 2 semaines. De cette montagne jusqu'aux lignes ennemies, il y a 2 kilomètres. Ils ne peuvent plus bouger car nous avons placé beaucoup d'hommes sur la route qui mène à Djouba. Ils protègent les civils. La stratégie de guérilla employée par les rebelles leur donne l'avantage dans les immenses zones de brousse. Mais ils sont incapables de capturer des villes ou de résister aux offensives du gouvernement. Il y a 2 semaines, ils ont été forcés à la retraite par l'armée. Elle a détruit leur village. Nos ennemis sont venus et ils ont commencé à tirer. Et comme ils n'ont pas réussi à tuer nos soldats, ils ont décidé de détruire nos maisons, de brûler les écoles et les médicaments qui y étaient stockés. Détruire les infrastructures civiles, c'est la stratégie mise en place par le gouvernement pour éliminer les racines de l'opposition.
L'État d'Équatoria était autrefois la région la plus développée du Soudan du Sud, mais les écoles sont désormais vides et les hameaux sont devenus des villages fantômes. La majeure partie de la population a fui vers l'Ouganda, mais environ 30 000 personnes se sont réfugiées derrière les positions rebelles. Agnès Kidon s'est enfuie dans ce camp de déplacés après que son mari, sa fille et plusieurs de leurs voisins aient été tués. Ma fille a couru après son père quand il a été arrêté. Il l'a prise avec lui et ils ont ensuite été touchés par la même balle. Ils se sont effondrés sur le sol. Une fois que les soldats sont partis, je suis venue les chercher et c'est là que je les ai découverts, morts, à même le sol. Comme tous les civils auxquels nous avons pu parler, Agnès accuse les militaires Dinka de commettre ces violences. Ce sont des Dinka. Quand nous courions, l'un d'entre eux a parlé en arabe et a dit que s'il trouvait des rebelles et qu'ils combattaient, les seules choses vivantes qu'il resterait seraient les arbres. Ils tueraient tout ce qui a du sang, même les poules et les chèvres. Beaucoup ici considèrent l'opposition comme des protecteurs, leurs garçons comme ils les appellent. Mais les rebelles mettent aussi les civils en danger. Leur présence expose les populations à de violentes représailles. Les rebelles savent que s'ils se battent contre les militaires et qu'il y a de nombreux blessés côté gouvernemental, le gouvernement va vouloir se venger. Ils vont donc tirer sur les civils et les tuer. Dans ce conflit où les civils sont les plus grandes victimes, aucune des deux parties ne semble pouvoir l'emporter militairement. À moins qu'un nouveau processus de paix n'inclue l'opposition dans son intégralité, difficile d'imaginer que les violences puissent s'arrêter. Et pour en parler, nous retrouvons Jonathan Penno. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch pour le Soudan du Sud. Alors, plus de 900 000 réfugiés ont fui les combats au Soudan du Sud pour trouver refuge en Ouganda. Une de vos équipes rentre d'Ouganda. Ils ont recueilli de nombreux témoignages. Que leur ont dit ces réfugiés sur la situation dans la région d'Équatoria ? Effectivement, j'étais tout juste en Ouganda avec une de mes collègues il y a quelques semaines de cela. On a pu rencontrer énormément de réfugiés des zones où se sont rendues vos équipes, des gens qui nous ont raconté des histoires d'attaques indiscriminées de la part des forces gouvernementales sur des hameaux, sur des marchés. On a recueilli énormément de témoignages d'allégations très graves d'assassinats, d'arrestations arbitraires, incluant des cas de torture très graves. On parle de torture en attachant des parties génitales, par exemple, de certains détenus ou en les exécutant de manière sommaire par la suite. On a eu, donc au total, lors de notre séjour dans le nord de l'Ouganda, donc en parlant avec ces témoins de ces zones, on a pu recueillir des informations à propos de 46 cas de personnes ayant été tuées entre juin 2016 et le mois de mai. Et tout juste il y a quelques semaines, on avait encore un cas d'environ 6 personnes qui ont été tuées donc, dans une maison qui a été mise en feu par des soldats des forces gouvernementales qui s'en prennent définitivement aux populations civiles dans cette région. Comment ça se fait que cette région d'Équatoria, qui était jusque-là épargnée, est-elle visée désormais par cette guerre ? Effectivement, au tout début de la guerre, en fait, en 2013-2014, on avait le conflit se situait principalement dans le nord-est du pays. Et depuis 2015, donc depuis la signature de l'accord de paix, on a vu une éclosion de certains groupes armés dans le sud du pays qui se sont rapidement liés à l'opposition de Riek Machar. Des groupes qui n'ont pas été reconnus comme faisant partie officiellement de l'opposition par les forces gouvernementales ou par le gouvernement à la suite de la signature de l'accord de paix. Et si vous vous souviendrez, en juillet 2016, donc il y a pratiquement un an, alors que Riek Machar, le chef de l'opposition, était à Djouba pour assumer ses fonctions dans le cadre de l'accord de paix, eh bien, il a dû fuir la capitale à la suite de combats extrêmement violents qui se sont déroulés à proximité du palais présidentiel. Et lors de sa fuite, il est passé en fait à travers la région des Equatorias. Et en conséquence de ça, donc, les forces gouvernementales l'ont poursuivi tout d'abord avant ensuite d'étendre leurs opérations de contre-insurgence dans le reste du pays, donc dans le reste de la région, dis-je. Donc, principalement Aye, Kadjokedji, Morobo, donc des endroits qui ont été extrêmement touchés par ces opérations militaires.
qui ont été extrêmement abusives de la part des forces gouvernementales. Comment est-ce que le pays peut-il s'en sortir? Parce qu'on voit que les espoirs de paix sont très très maigres. Effectivement, c'est extrêmement difficile présentement de prévoir ce qui en viendra à se passer. Il y a toujours un accord de paix qui est en place et la communauté internationale semble s'y attacher beaucoup plus que les parties elles-mêmes qui ne cessent de violer cet accord de paix depuis pratiquement le moment de sa signature. Présentement, avec une fracturation de l'opposition d'un côté et de l'autre, un gouvernement qui considère qu'ils sont en train de gagner la guerre, il y a très peu de place à des compromis. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Et nous, évidemment, on met l'emphase sur le besoin de justice parce qu'en grande partie, ce qu'on voit se dérouler présentement, le type d'opération qu'on voit se dérouler présentement est très, très similaire à ce qu'on a vu même au long de la guerre d'indépendance, en fait. Les tactiques qui sont utilisées par le gouvernement sud-soudanais aujourd'hui contre les populations civiles sont les mêmes que celles qui avaient été utilisées par les forces de Khartoum lors de la guerre d'indépendance et des tactiques, des crimes qui n'ont jamais été punis au final. Et l'absence de punition, l'absence de justice, évidemment, renforce un sentiment d'une part d'impunité, mais aussi un désir de vengeance qui aujourd'hui éclate au plein jour et crée cette situation humanitaire et politique absolument désastreuse. Merci beaucoup Jonathan Pedno d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.